tu achètes une résidence principale, ne t'attends pas à ce qu'elle t'apporte du cash car c'est pas son rôle. Et c'est parfaitement logique puisque la résidence principale n'est pas un placement financier spéculatif. Oui, tu me diras, tu entends souvent dire que tu perds de l'argent quand tu achètes ta résidence principale. Alors aujourd'hui, je réponds et je dis, il ne faut surtout pas se tromper de combat. Dans cette capsule, je vais t'expliquer pourquoi acheter sa résidence principale, surtout quand on est membre de la diaspora, est une stratégie vitale. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne des astuces concrètes pour limiter le coût de ta résidence principale et mieux structurer et rentabiliser ton patrimoine. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog-Martinez, conseillère en investissement financier agréée, experte en stratégie patrimoniale depuis plus de 10 ans auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, on vulgarise les notions financières, bancaires et fiscales pour faire de toi une élite financièrement accomplie. Ces thématiques t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit et surtout like la vidéo pour nous encourager. Pour démarrer le développement de notre sujet de ce jour, j'aimerais d'abord définir les deux notions fondamentales, à savoir un investissement dans la résidence principale et un investissement à but lucratif. Un investissement à but lucratif consiste tout simplement à placer son capital, soit dans de l'immobilier, soit en bourse, dans l'optique de générer des rentabilités ou des revenus supplémentaires. Et de l'autre côté, investir dans sa résidence principale, c'est tout simplement répondre à un besoin vital. Se loger, assurer sa stabilité, sa dignité et sécuriser son foyer. Ta résidence principale étant un actif personnel et non un actif productif comme l'investissement lucratif. Comparer dans ces deux investissements, c'est comme comparer une cuisine familiale à un restaurant. Le premier nourrit la famille et le deuxième génère du cash flow. C'est donc une erreur stratégique de comparer la résidence principale à un investissement spéculatif. En tant qu'experte en stratégie patrimoniale, il est de mon rôle de t'inviter, toi, membre de la diaspora, à changer ton mindset. Ta résidence principale, c'est comme un enfant ou ton mariage. Ça coûte de l'argent, mais c'est nécessaire. Tu ne calcules pas un ROI sur tes enfants. ROI qui veut dire retour sur investissement, et pourtant tu investis sur eux. Je fais cette comparaison pour que tu comprennes plus aisément. Et une autre façon de voir les choses, c'est de se dire qu'un investissement, c'est un levier certes qui te permet de t'enrichir, mais il est facultatif, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le faire. Alors que ta résidence principale doit être acquise tôt ou tard. Que tu l'achètes ou que tu la loues, tu dois bien pouvoir vivre quelque part. Alors si tu l'as acheté via un emprunt, considère cette dette comme stratégique car c'est un mal nécessaire qui vient consolider la protection de ton foyer et assure ton bien-être au quotidien. Pour étayer ce que je suis en train de te dire, je t'apporte 3 preuves pour que tu reconsidères l'acquisition de ta résidence principale. Une preuve fiscale, une preuve bancaire et une preuve réglementaire. Pour la preuve fiscale, il faut savoir quand tu vends ta résidence principale, tu es totalement exonéré d'impôts sur les plus-values. Je te prends un exemple. Tu achètes une résidence principale à 200 000 €. Au bout de 20 ans, tu as terminé de rembourser ton emprunt. Tes enfants ont également terminé leurs études et sont bien installés. Tu décides de vendre ta résidence principale pour repartir t'installer en Afrique par exemple. Tu la vends à 270 000 €. Pour simplifier les choses, on va dire ici que le gain c'est 70 000 €. On est bien d'accord. Normalement, tu es censé payer les impôts sur cette plus-value de 70 000 €. En l'espèce, comme il s'agit d'une résidence principale, tu bénéficies d'une exonération totale. Deuxième preuve, qui est une preuve bancaire, quand tu demandes un prêt à la banque, elle évalue ton taux d'endettement légal qui est de 35% actuellement et dans son calcul de ce taux d'endettement, elle priorise uniquement le logement principal. À savoir que les dépenses du quotidien ne sont pas prises en compte, à savoir l'eau, le gaz, l'électricité ou les courses au quotidien de manière générale ne sont pas comptabilisées dans ce taux d'endettement. Mais pourquoi elles ne sont pas prises en compte? Tout simplement parce que ta résidence principale est considérée comme ton premier besoin prioritaire, légitime et structurant ton foyer. Troisième preuve qui est une preuve réglementaire, le Haut Conseil de la stabilité financière qui encadre et fixe les règles de ce taux d'endettement appliqué par les banques autorise des dérogations exceptionnelles au dépassement du taux d'endettement, allant jusqu'à plus de 40%. Et attention, c'est là mon élément de preuve, c'est que cette dérogation n'est autorisée que pour l'achat d'une résidence principale dans la très grande majorité des cas. Tu vois donc que tout est fait pour favoriser l'acquisition de la résidence principale, même s'il faut prendre des risques supplémentaires, mais uniquement dans l'optique de protéger un foyer et non pour te permettre d'aller chercher des rentabilités. D'ailleurs, en France, d'autres dispositifs d'aide à l'acquisition des résidences principales sont mis en place pour encourager les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois. Par exemple, le prêt à taux zéro, le prêt social location-accession, le prêt conventionné ou le prêt passe. Alors oui, je suis d'accord, ta résidence principale ne te rapporte pas du cash tous les mois, mais ne la considère pas non plus comme un gouffre financier. Sache que c'est une
forme de capitalisation indirecte. Tu rembourses un crédit et ici, tu crées de la valeur patrimoniale, c'est-à-dire un transfert de richesse à long terme. Ta résidence principale peut donc devenir un socle financier que tu vas utiliser stratégiquement pour tes projets futurs. Attention, je vais néanmoins te donner un conseil d'expert. Évite l'inflation de ta résidence principale. Ce n'est pas parce que tes revenus augmentent que tu dois automatiquement changer de maison et rechercher un standing plus élevé. Et donc, par conséquent, elle va commencer à peser lourd dans tes revenus globaux et peut même parfois représenter 60% de tes revenus. C'est cela que j'appelle l'inflation de ta résidence principale. Parce que pour le coup, c'est disproportionné. Sache que ta résidence principale ne doit pas dépasser entre 30 et 40% de ton patrimoine global. Pour ne pas tomber dans ce piège, alors évite ces 3 erreurs. 1. Acheter un bien coup de cœur et hors budget. En 2. Changer de résidence principale à chaque augmentation de revenus. En 3. Laisser ton train de vie exploser. Oui, ton patrimoine doit être diversifié pour lisser le risque, mais surtout ne pas concentrer ses revenus sur un bien non productif. Cher membre de la diaspora, tu l'auras donc compris, ta résidence principale, c'est un placement tirelire à long terme et pas un placement spéculatif. Si tu veux investir avec stratégie, réalise gratuitement ton profil financier sur notre site web. Il est conçu pour t'indiquer ton profil d'investisseur. Le lien de notre site sera mis en barre de description. Contacte-nous pour un diagnostic patrimonial personnalisé et gratuit. Et pour aider cette chaîne à grandir, like la vidéo et partage-la à tes proches. Ça pourra aider sûrement. Mais surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as acheté ta résidence principale? Es-tu satisfait ou tu regrettes? Ou alors tu prévois tout simplement de l'acheter? Et dans ce cas, je pourrais te donner quelques astuces. Mais surtout, merci pour ton écoute et n'oublie surtout pas que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.